Bonjour à tous. Le 24 novembre 2022 et le 1er décembre 2023, avec notre invitée historienne Renée Drey-Bensoussan, nous nous sommes posé la question suivante. Peut-on parler de vérité historique ou comment construit-on l'histoire ? Deux émissions que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site Judaïsme Pluriel. Renée Drey-Bensoussan, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, est historienne, agrégée et docteure en histoire contemporaine et académicienne. Elle anime sur cette radio l'émission Parcours de femmes et elle est présidente de l'Association pour la recherche et l'enseignement de la Shoah. Bonjour Renée. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis ravie, même si on risque de répéter deux émissions qui sont déjà passées. Pas tout à fait, tu verras. Alors, puisqu'on parlait de ton émission Parcours de femmes, tu veux nous rappeler quand ça passe et à quelle heure ? Ça passe le mercredi à 11h et ça dure un quart d'heure par présentation de femmes. Alors il y a des femmes juives et il y a des femmes non juives. Très bien. Alors, dans une émission précédente, je citais cette phrase « Notre capacité à accepter une thèse, fût-elle scientifique, ne dépend pas seulement des preuves qui l'accréditent, mais aussi de l'enjeu affectif attaché aux conclusions de cette thèse. » Et récemment, dans le point du 26 octobre 2023, Luc de Barochez, dans son éditorial, écrivait « La vérité importe peu, car les hommes sont enclins à ne croire que ce qui les conforte dans leurs préjugés. L'esprit humain est ainsi fait que l'illusion a plus de prise sur lui que la réalité. » Renée, en tant qu'historienne, qu'est-ce que tu penses de ces réflexions à propos de la recherche de la vérité ? Alors, je les partage totalement, sauf que je dirais que c'est pas une illusion, ça dépend simplement de l'affect qu'on a pour une question ou pour une autre. Et donc, on est content quand on écoute quelque chose, de voir nos propres idées confirmées par l'article en question. Donc, ça dépend plus de l'affect que d'autres choses. Mais il faut dire aussi que même scientifiquement, et c'est prouvé, l'objet qu'on décrit, dépend plus de la manière dont on le décrit que de la vérité qu'il représente. Oui, et on peut donc se poser la question de la vérité, mais on va se la poser tout le long de cette question. Alors, dans les deux émissions précédentes que nous avons rappelées au début, tu nous as expliqué que la vérité historique n'existe pas, mais des vérités, oui. L'histoire est une construction humaine qui évolue avec le temps et dépend de la découverte des nouvelles archives, de l'évolution des sciences et des techniques, et des problématiques du moment. Alors, explique-nous un petit peu ça. Oui, tu as déjà tout conjugué. Ah, j'ai tout très bien compris, tu vois. Alors, premièrement, la vérité, c'est un peu abrupt de dire la vérité n'existe pas. Disons que en histoire, on n'a pas d'objectivité, ça c'est démontré. Mais on a quand même un programme de vérité. Et c'est un grand didacticien qui en a parlé après Mérieux. Mérieux est très connu du milieu des professeurs. Et donc, ce programme de vérité dépend de la manière dont on construit son objet. C'est-à-dire qu'il faut partir de non pas du passé tel qu'il s'est passé, ça c'est fichu. En arabe, on dit « défat mat », ce qui est passé est mort. Donc on ne le retrouvera pas. Mais la reconstruction de cet événement dans le passé dépend du programme de vérité que
en scientifique, l'historien se propose de suivre. Et il y a donc toute une méthodologie. Oui, alors tu nous avais parlé de la méthode déductive et de la méthode inclusive, Oui. mais on ne va pas y revenir. Comme tu disais tout à l'heure, on ne va pas refaire les deux L'émission. émissions précédentes. Si les auditeurs veulent écouter, ils peuvent aller sur notre site. Bon, alors, nous vivons actuellement deux guerres. L'Ukraine contre la Russie et plus proche de nous, Israël contre le Hamas. Et nous constatons que la guerre aujourd'hui n'est pas seulement une guerre militaire, mais aussi une guerre de communication où vérité et contre-vérité coexistent. Oui, absolument. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau dans toutes les guerres, en commençant par la Première Guerre mondiale, même en allant en arrière, la guerre de 1870 qui a opposé l'Allemagne et la France, il y avait une guerre idéologique, ce qu'on appelle la guerre idéologique. En fait, c'est une guerre de propagande, faire croire à l'adversaire ce qu'on veut qu'il croie, mais ça marche ou ça marche pas. Alors, par exemple, les moyens utilisés pour cette guerre idéologique ne sont pas toujours très propres. Je pense par exemple à la politique stalinienne par rapport à Trotsky. Trotsky était un opposant à Staline. Il a toujours été. Mais Staline, pour le détruire, a gommé son rôle dans la révolution russe. Or ça, c'était très important. C'était lui enlever de sa légitimité. Et ça, par exemple, je pense à quelque chose de très connu. C'était un faux qui avait été fabriqué par les officines du KGB. Chaque fois que Trotsky apparaissait quelque part pour faire un discours, eh bien, sur la photo qui avait été prise à l'instant où il parlait, sur cette photo, on avait enlevé l'image de Trotsky et on l'avait remplacée par un drapeau. Et donc, jusqu'au jour où il y a eu une bourde qui a été faite. C'est-à-dire que si on regardait le nombre de chaussures qu'il y avait en bas de la photo, il y avait une paire de plus à côté du drapeau. C'était la photo de Trotsky. Enfin, aujourd'hui, on a d'autres moyens pour falsifier les choses. Et on va en parler. Et si tu veux, on va en parler après une pause musicale. עוד לא בניתי כפר, עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר, עוד לא ציירתי פרח, עוד לא גיליתי איך תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך. עוד לא אהבתי די, הרוח והשמש על פניי. עוד לא אמרתי די, ואם לא עכשיו ומתי. עוד לא הקמתי עיר, עוד לא נתתי כרם על כל גבעות הגיר, עוד לא הכל עשיתי ממש במו ידיי, עוד לא הכל ניסיתי, עוד לא אהבתי די. עוד לא אהבתי די, הרוח והשמש על פניי. עוד לא אמרתי די, ואם לא עכשיו ומתי. עוד לא הקמתי שבט, עוד לא חיברתי שיר, עוד לא ירד לי שלג באמצע הקציר. אני עוד לא כתבתי את זיכרונותיי, עוד לא בניתי לי את בית חלומותיי. עוד לא אהבתי די, הרוח והשמש על פניי. עוד לא אמרתי די, ואם לא עכשיו ומתי.
שאת פה ואת כל כך יפה, ממך אני בורח כמו ממגפה. עוד יש הרבה דברים שרציתי לעשות, את בטח תסלחי לי גם בשנה הזאת. תרימי יד, עוד לא אהבתי די, הרוח והשמש על פניי. עוד לא אמרתי די, ואם לא, אם לא עכשיו, מתי? עוד לא אהבתי די, הרוח והשמש על פניי. עוד לא אהבתי די, ואם לא, אם לא עכשיו, מתי? Alors, René, je voulais te dire que la pause musicale que j'ai choisie, c'est Yoram Gaon, qui, cette chanson, célèbre la détermination du peuple juif à survivre malgré les défaites et les problèmes historiques et les adversités. Je crois qu'elle est aujourd'hui tout à fait adéquate. Oui, Alors, elle est adéquate dans toute construction historique sur le peuple juif. C'est ce que rappelle un professeur d'université israélien qui s'appelle Dan Mishan. il disait quoi? Il disait justement que la survie du peuple juif explique toute son histoire, la volonté de survie. Maintenant, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Je me souviens d'un roman de Bernard-Henri Lévy. Bon, on l'aime ou on l'aime pas, Bernard-Henri Lévy, mais parfois il lui arrive de dire des vérités, qui racontait dans ce roman, qui était un roman à clé, qui racontait que, à travers l'histoire d'un oiseau qui ressemblait peut-être à un phénix, c'est-à-dire qui ressortissait chaque fois de ses cendres, qui personnifiait le peuple juif. Et finalement, ce roman, il se termine mal pour le peuple juif. J'espère que ce ne sera qu'un roman et que la suite Oui. sera différente. Alors René, voilà ma première question est la suivante. La désinformation est-elle une vraie arme de guerre aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, bien sûr? Ah oui, absolument. Aujourd'hui, on est capable, avec l'intelligence artificielle, de faire de fausses images, de faire parler des gens qui existent réellement et de leur mettre dans la bouche des discours qui plaisent ou qui déplaisent. Donc, c'est vraiment aujourd'hui une évolution de, j'allais dire, de la politique, peut-être pas de la construction historique, encore que quand on construit historiquement un fait, on parle absolument de tout l'environnement, et ça fait partie de son environnement. Oui. Alors, quel est finalement, enfin, on le voit à peu près, mais je te pose la question en tant qu'historienne, quel est le but de cette désinformation? Qu'est-ce qu'on en fait de cette désinformation? Qu'est-ce qu'on en attend? Ben, on attend de désarmer intellectuellement l'adversaire au point qu'il se croit perdu et qu'il baisse les armes. Oui, oui, oui. Et puis, oui, c'est ça, enlever de toute façon Oui. l'envie de combattre, quoi. Et déstabiliser totalement, voilà. Alors, devant ce problème, comment l'historien va décrypter les informations pour faire la différence entre le vrai et le faux? Quels moyens a-t-il? Ah, il a d'énormes moyens, l'historien. D'abord, il a recours aux archives. Et les archives ont la réputation d'être vraies. Je dis la réputation parce que parfois, il faut lire entre les lignes l'archive. Elle s'adresse à un public différent parce que le discours est codé. Donc, il faut retrouver le code. C'est un peu ce qui arrive pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les armées alliées ont décodé les messages allemands et ont infiltré l'armée allemande au point qu'ils n'ont pas vu tellement arriver le débarquement en Normandie. Donc ça, c'est un point important. Ça fait partie de la stratégie, en quelque sorte. Oui. Et donc, l'historien a recours à l'archive. Et l'archive, en principe,
il faut la justifier, il faut la valider. Et donc, pour la valider, il faut se poser les questions classiques, où, quand, comment. Et donc, à ce moment-là, on est obligé de dire qui est l'émetteur et qui est le récepteur. Alors, qui est l'émetteur? C'est là où on va voir que c'est le Hamas, on va voir que c'est Israël. Encore que je voudrais ouvrir une parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, Israël rentre dans ce jeu-là. Pendant longtemps, elle a laissé courir et maintenant, elle répond par de l'antipropagande. Et oui, c'est exact. Il y a quelques années encore, tu te souviens, on discutait avec notre amie Absolument. Anita Mazor et elle nous disait, mais non, nous, ça ne nous intéresse pas. Et puis maintenant, on s'aperçoit que vraiment, ils ont compris que l'information et la désinformation, ça compte énormément et on le voit tous les jours. Oui, mais elle dépend du choix du récepteur. C'est-à-dire que toi, bon juif marseillais, tu vas écouter I24 toute la journée, Ah bon? mais quelqu'un d'autre qui fait partie, par exemple, de la France insoumise, va regarder un autre poste de radio et donc va partager des informations que toi, forcément, tu ne partages pas. Et donc, à partir du moment où, sur le document, figure, et ça c'est une obligation, figure la date, l'émetteur, etc., alors c'est là qu'intervient l'historien pour rétablir son programme de vérité. Je ne dis pas la vérité, je dis son programme de vérité. Son programme de vérité, bien sûr. Bien sûr. Le philosophe Éric Sadin, dans le point du 26 octobre, répond à la question de la désinformation. Je vais dire la réponse. Alors la réponse est la suivante. Les événements dans le déroulement des conflits entraînent de façon imprévisible des effets sur les consciences. La conduite d'une guerre pour une nation nécessite et soutient le soutien de la population. Et si l'ennemi propage des informations erronées, l'appui tant à l'intérieur qu'au plan international peut s'effriter. Qu'est-ce que tu penses de... Oui, c'est tout à fait vrai. Il n'y a qu'à voir, par exemple, le rôle de l'ONU aujourd'hui. Oui. Si les États-Unis ne soutenaient pas Israël, ils l'auraient condamné. Or, quand même, il est dans le cas de légitime défense, si l'on peut dire. Un autre exemple est fourni, celui-là beaucoup plus ancien, le rôle de la Croix-Rouge dans cet espace humanitaire. Alors le rôle de la Croix-Rouge avait demandé, je rappelle un fait dû à la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah, la Croix-Rouge avait demandé à visiter un camp de concentration. Et les Allemands lui montrent le camp de Térésine complètement arrangé, avec un faux hôpital, avec voilà. Et le président de la commission de la Croix-Rouge arrive et se laisse berner complètement. Et, bon, mais c'est parce qu'il avait bien voulu, il n'est pas allé voir trop loin. Oui. L'historien, normalement, il se doit d'aller voir plus loin. Et ça n'a pas étonné, par rapport à tout ce qu'on entendait, de voir un camp où les prisonniers étaient si bien traités. Non, ça donnait raison à toute la propagande de Goebbels qui disait que les Juifs, on n'épouillait que des poux, on ne tuait que des poux. Donc, ça apportait de l'eau au moulin de la propagande nazie et ça n'a pas changé grand-chose. Alors, sur un autre plan, quel est le rôle des réseaux sociaux? Aujourd'hui, il y a énormément de réseaux sociaux où les gens s'expriment beaucoup, et je dirais même qu'ils libèrent leurs paroles. Quel est le rôle de ces réseaux sociaux? Désormais, il faut en tenir compte de la parole de ces réseaux sociaux, tout en sachant les resituer dans l'environnement et dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que si tu vois un commentaire de la France, de quelqu'un qui fait partie de la France insoumise, ce ne sera pas le même
que, par exemple, du rabbin Bandao qui se démène comme un beau diable pour essayer de, de calmer les esprits et de faire des liaisons avec l'islam. Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors ça, c'est le poids des réseaux sociaux et le poids de la presse, parce que la presse, c'est très important aussi. Et puis, il y a des presses de différents bords. Oui, mais la presse a toujours été très importante et la presse a toujours été partisane. C'est-à-dire qu'on savait, je prends à Marseille, on savait que le petit méridional jouait la collaboration. On a su ensuite que le petit provençal ne savait pas trop bien se situer par rapport à la collaboration et à la libération, il est devenu le provençal. Donc ça, c'est quelque chose de courant. Je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Oui, mais la presse, par exemple, c'est une presse qui est écrite. Ça va peut-être rentrer dans les archives. Oui. Et après, comment on va... On sait, il y a des études qui sont faites sur le positionnement des journaux. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on sait que un tel faisait partie des collabos, un autre non. Et on sait même que certains membres de la presse ont joué un rôle de gestapistes. Tout à fait. Bon, encore une autre question que je me pose. Comment construire la vérité? Parce que c'est cette question que je poursuis sans arrêt à toi, l'historienne. Comment construit-on la vérité historique à l'ère de la manipulation des images? Et alors là, aujourd'hui, on est capable de faire des images où il est très difficile de distinguer un vrai d'un faux. Oui, mais si tu recherches, encore une fois, c'est quelque chose de tout à fait courant. Si tu recherches l'environnement et tout ce qui a précédé à la construction de cet article, forcément, tu vas avoir un coin de vérité. Un coin. Je ne dis pas la vérité, je dis un coin de vérité. À toi ensuite à faire des croisements, des recroisements pour arriver au programme de vérité. Encore une fois, on n'atteint pas la vérité. Des faits, maths. Oui. Y a-t-il des moyens techniques qui permettent à l'observation d'images de savoir si elle a été truquée ou pas? Oh oui, oh oui. Aujourd'hui, par exemple, on sait quand on étudie un tableau, en faisant des radios du tableau, ce qui est en dessous. Oui. Donc on a ce moyen, on a des moyens technologiques énormes pour établir, je prends le tableau pour être un peu loin de la guerre, pour établir quelles sont les différentes étapes de la construction de ce tableau et les influences. Et ces moyens-là sont-ils à la disposition des historiens qui écrivent? Eh ben oui, c'est à eux à les chercher, bien sûr. On ne va pas te les donner tout fait. Hein. C'est à l'historien à les chercher. Par exemple, à l'Académie, il y a 2 jours, on a eu une intervention ultra brillante sur les constructions musicales. Et alors, on a vu que les instruments de musique existaient déjà dans la préhistoire. Ah, certainement, certainement. Et que, par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, que, par exemple, dans toute la production pariétale, c'est-à-dire dans les tableaux qui figurent sur les grottes, sur le mur des grottes, il y avait aussi des messages musicaux. C'est-à-dire que parfois, il y a un renfoncement ou beaucoup plus de peinture qu'ailleurs. Et si on siffle là-dedans, on va avoir un message. C'est un message codé? Non, c'est pas codé parce qu'ils n'avaient pas de code. Mais tu entends du son dans un tableau. Ça me donne l'idée de faire un jour une émission sur la musique et le sapiens. Mais on en reviendra. Bon, alors je retiens quand même une chose qui m'a paru très importante
par rapport à l'image, c'est la contextualisation. Absolument. Oui, il faut contextualiser ce qu'on a sous les yeux. Parce qu'il y a encore une fois l'archive, on y croit dur comme fer, mais il faut valider cette archive. Donc, poser les différentes questions que j'ai dites tout à l'heure. Bien René, le temps passe très très vite, on a encore beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu voudras bien revenir pour une seconde émission? Avec plaisir. Merci, alors chers amis, bon au revoir et à la semaine prochaine. On retrouvera René Drebentsoussan.